Bonjour à toutes et à tous. Hem, je tiens donc tout d'abord à remercier les organisateurs de ce webinaire et une nouvelle normalité pour la culture, les médias et la communication et notamment donc Fabien, qui a été mon interlocuteur pour la mise au point de cette intervention. Je suis vraiment ravie de contribuer à ce questionnaire à ce questionnement commun en présentant donc, mes premières recherches au sujet du spectacle vivant et du numérique. J'ai suivi donc les autres interventions et je trouve qu'il y a énormément de liens, ce qui est, je trouve, très intéressant et je salue aussi la création de ce beau site, de webinaire qui permettra donc, aux internautes de pouvoir consulter, nos interventions même, après du coup, la semaine, des arts et médias. Donc mon intervention s'intitule «Spectacle vivant et numérique. La critique en ligne des scènes françaises et italiennes peut-elle créer des liens entre communautés virtuelles en temps de pandémie?» Il s'agit, pour moi d'une véritable question que je me pose et que je vous pose. En effet, l'exposition virtuelle que je vais vous présenter se conclut, par un questionnaire qui me permettra, avec votre aide, j'espère, de collecter vos opinions au sujet, de la qualité de la communication numérique, sur le spectacle vivant. Donc, pendant l'exposition virtuelle, nous parlerons d'abord de la question du rapport compliqué entre spectacle vivant et numérique. Ensuite, je vous expliquerai pourquoi je trouve intéressant d'observer ce rapport du point de vue de la critique en ligne. Et enfin, j'introduirai la notion de communauté virtuelle qui me permettra de vous présenter des exemples d'interaction entre critiques, spectateurs, artistes et professionnels du spectacle vivant sur la toile. Vous remarquerez que je citerai des exemples français et italiens. Ce choix est motivé du fait que je souhaite confronter les interactions entre spectacle vivant et numérique dans deux pays proches. Je pourrais ainsi pointer les écarts et les similitudes dans les pratiques en fonction des pays. J'envisage aussi cette recherche comme la suite de ma thèse de doctorat que j'ai soutenue en 2018 et qui porte donc sur l'histoire de la critique dramatique et théâtrale en France et en Italie dans la deuxième moitié du XXe siècle. Donc voilà, ne soyez pas surpris si souvent je peux comparer ce qui se passe en France et ce qui se passe en Italie. Je précise enfin que cette exposition présente mes premières recherches qui s'inscrivent dans un projet plus vaste au sujet de la question de la qualité de la communication en ligne du spectacle vivant. J'expliquerai de temps en temps comment ce projet va se développer. Donc, vos remarques et conseils sont vraiment très précieux. Votre participation concrète également, comme je vous l'ai dit, bienvenue, car à la fin de la communication, je vous inviterai donc à remplir le questionnaire dont je vous ai parlé. Et du coup, dans ce questionnaire, vous aurez la possibilité, de décrire votre expérience du spectacle vivant, du numérique et de la critique en ligne. Donc, maintenant nous pouvons, commencer. Hem, déjà, au niveau, conceptuel, spectacle vivant, et numérique ont souvent été considérés comme, antinomiques, voire incompatibles. Le spectacle vivant présuppose le contact direct et sensible avec les corps. Il présuppose une expérience collective entre des personnes en chair et en os qui se donnent rendez-vous dans un lieu physique à un moment précis. Le numérique est beaucoup plus volatile. Il ne s'agit pas de corps, mais des systèmes électroniques construits sur des fonctions logiques qui permettent donc des interactions à distance. Le numérique nous paraît donc désincarné. Euh, et ainsi, si vous voulez, a priori, tout semble opposer le spectacle vivant et le numérique. Or, en fait, pendant la fermeture des salles de spectacle vivant et pendant la fermeture du festival, le rapport entre spectacle vivant et numérique
a été mis sur le devant de la scène et a suscité le débat. Le numérique a été utilisé, par exemple, afin de garder un lien entre artistes, spectateurs, critiques et professionnels du spectacle vivant. Selon Georges Banou, critique de théâtre et ancien professeur dans notre université ici à Paris 3, le numérique nous a permis, tout en demeurant reclus, de former une communauté. Du coup, je le cite: une connexion généralisée nous lie, nous les amis de théâtre, car nous établissons des échanges constants, autrefois rarement effectués. On me téléphone de New York pour m'informer que la retransmission de la Schaubühne est prévue cette semaine. Moi, je transmets le programme d'un festival Shakespeare de Craiova en Roumanie. Une amie me communique des links. À la globalisation économique tant réprouvée, en succède une autre, la globalisation planétaire des reclus qui cherchent le théâtre partout. Comme je me suis autodéfinie une fois, nous formons une communauté et ainsi nous résistons à la névrose virale. Donc, si vous voulez, nous pourrons nous demander jusqu'à quel point le spectacle vivant est incompatible avec la culture numérique. Des enquêtes ont montré qu'en 2020, les spectacles vivants peinaient encore à franchir le pas du numérique par rapport à des secteurs comme celui de la musique en ligne. Donc, en fait, jamais les Français n'ont autant consumé de culture, mais deux mondes se côtoient sans vraiment se croiser, celui du patrimonial et celui du numérique. Moins de lecture et de spectacles vivants, plus de musique en ligne, de vidéos. Le fossé semble se creuser entre pratiques toutes numériques et pratiques patrimoniales. Donc, les résultats de cette enquête, du coup, je cite là un article du Monde qui fait état de cette enquête du ministère de la Culture et de la Communication qui était publiée en juillet 2020 et qui a été réalisée entre juillet 2019 et juillet 2020, relève donc un écart considérable entre pratiques dites patrimoniales, et dans patrimonial, on peut mettre l'édition, les musées, le spectacle vivant, et les pratiques dites numériques. Depuis des années néanmoins, des institutions patrimoniales tentent de s'adapter à la culture numérique. En février 2016, après la rencontre avec le rappeur et producteur will.i.am, le musée du Louvre est parmi les premières et plus emblématiques institutions à avoir donné carte blanche à un groupe de youtubeurs spécialisés en vulgarisation scientifique afin d'attirer au musée un public jeune entre 16 et 24 ans, accoutumé aux réseaux sociaux. Bien qu'aucune statistique ne permet de corréler l'augmentation de la fréquentation à ces stratégies numériques, le compte du Louvre a triplé ses abonnés, indice d'une plus grande visibilité dans les réseaux sociaux et sur Internet. Et même, on a entendu les présentations précédentes au sujet, par exemple, des visites virtuelles et du coup de la médiation dans les musées. On voit qu'il y a énormément d'expériences qui sont tentées, même si on pourrait toujours aller plus loin. Après les e-books, en Italie, le secteur de l'édition commence également à être très représenté sur le web et à s'approprier la communication digitale. La crédibilité d'un certain nombre d'influenceurs leur permet, par exemple, d'offrir des services éditoriaux payants. Du coup, malgré ces écarts, le monde de la culture semble entièrement propulsé vers l'innovation numérique, tant en France qu'en Italie, phénomène qui est perçu de manière globalement positive. Dans ce contexte, tout en utilisant des formes de communication digitale qui passent par la création de sites dédiés et de comptes sur les réseaux sociaux, les institutions de spectacle vivant peinent vraiment à franchir le pas de numérique, à s'adapter au numérique. Ce qui pourrait apparaître comme un retard cache en réalité des raisons plus profondes. On peut dire que la lenteur d'appropriation des outils numériques par le spectacle vivant est liée déjà à des difficultés techniques, du coup la formation aux nouvelles technologies, par exemple, ou la création de postes de travail pour des personnes spécialisées dans les nouvelles technologies, mais aussi à une résistance volontaire puisque la dématérialisation propre à ces outils contraste en effet avec le contact humain direct que les arts vivants cherchent à établir avec leur public. Craindre que le numérique ne transforme notre rapport au réel en déréalisant tout, en transformant toute chose en signe à consommer, en rendant toute réalité autre qu'elle-même, abstraite, lointaine,
et sans contenu avait été formulé par Jacques Ellul dès 1977. Du coup, c'est quelque chose qui n'est pas nouvelle. Et si on essaye de remonter Heu à quand en fait, se manifestent aussi ces craintes et le désir de les dépasser. On peut citer par exemple en 2015 un rapport du Syndeac, le Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles, qui du coup jonglait encore en 2015 entre nécessité de préserver le vivant et exigence d'explorer les possibilités de la diffusion des captations vidéo sur internet. Voilà, je cite, un extrait de ces rapports. Il est très important que le rôle du spectacle vivant ne soit pas minoré dans cette transition numérique. Le rapport sensible à l'art ne peut se transmettre que dans un rapport direct à l'œuvre. En ce sens, l'expérience de spectacle vivant à échelle humaine, directe, collective, est le premier espace-temps principal et indispensable. Jusqu'à présent, on n'envisageait pas l'économie de la captation de spectacles vivants, en dehors de celle de la musique, les captations de théâtre, de danse, etc., étant le plus souvent utilisées pour le patrimoine, archives ou la formation des artistes. Il est temps de trouver les leviers indispensables à la présence de ces arts sur ces nouveaux médias. Donc, on peut dire que 6 ans après, on a encore des difficultés, le spectacle vivant a encore des difficultés, des résistances par rapport au numérique. La fermeture des salles de spectacle a donné quand même un nouveau élan à la réflexion sur l'interaction entre spectacle vivant et numérique. Nonobstant les préconisations du Sandéac, les captations vidéo ont été peu utilisées pendant le premier confinement de 2020, à la fois par les institutions et par les publics, arguant qu'elles ne sauraient se substituer à un spectacle. Du coup, maintenant, on peut essayer d'observer qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est dit lorsque les salles de spectacle ont été fermées. Donc, un rapport indique que seulement 20% des publics culturels français ont visionné en ligne pendant le premier confinement au moins une captation de spectacle, un concert, une visite virtuelle de musée, alors qu'un Français sur 3 déclarait souffrir de ne pouvoir assister à des spectacles. Donc, dans spectacle, je mets le théâtre, les concerts, l'opéra, la danse, le cirque. Je peux citer aussi une étude scientifique publiée dans Scientific Report qui a confirmé que l'expérience des spectateurs est sensiblement différente lorsqu'ils assistent ensemble à une performance, puisque leurs paramètres physiologiques, la fréquence cardiaque par exemple, se synchronisent spontanément. En Italie, on a aussi eu d'autres débats. Par exemple, le critique de théâtre Andrea Porchedo a décrit la situation des travailleurs du spectacle vivant, auxquels les pouvoirs publics présentent le numérique comme la solution de sortie à la crise. La situation donc est bien plus complexe, car le fait de proposer des spectacles en ligne demande bien sûr aussi de repenser l'économie de ces secteurs, voir aussi les politiques publiques, donc de soutien à ces secteurs. Mais ces questionnements vont même au-delà de l'Italie, puisque l'Organisation pour la coopération et le développement économique a indiqué qu'il s'agit vraiment d'un enjeu international. Je cite donc son rapport: «L'accès au numérique ne remplace pas l'expérience culturelle de spectacle vivant et tous les postes de travail qui en découlent». L'OCDE pose ainsi que l'économie du spectacle vivant ne peut pas subsister seulement grâce au numérique. Et on a vu voilà, de nombreuses statistiques aussi sur ça. Aujourd'hui, la majorité des contenus proposés en ligne sont gratuits. Nous sommes encore loin de savoir si les artistes, les professionnels du spectacle vivant, les lieux aussi de spectacle vivant pourront un jour monétiser leur contenu et activités numériques. Pour revenir à l'actualité, du coup, on pourrait dire que l'actualité nous amène plutôt à évoquer les événements récents liés à la demande de réouverture des lieux des spectacles vivants après un an de fermeture, sans compter donc la parenthèse estivale. Le Sandéac a lancé le hashtag Rebranchons la culture, puis il a souscrit au hashtag Odéon occupé, qui fait référence donc à l'occupation du théâtre de l'Odéon depuis le 4 mars, afin de demander la réouverture de lieux de spectacles vivants.
la prolongation de l'année blanche pour les intermittents et la convocation d'un conseil national des professionnels de spectacle en présence de Jean Castex. Du coup, maintenant, le monde a annoncé hier que ce conseil national est prévu pour le 22 mars, mais on ne sait pas encore si Jean Castex pourra donc être présent. Heu, nous pouvons tout de même remonter, nous pouvons tout de même noter, que pendant le deuxième confinement, malgré les résistances, l'offre de spectacles en ligne a augmenté, en France et aussi en Italie, ainsi que la communication autour de ces événements dans la presse papier et sur internet. Des spectacles en ligne et des contenus numériques ont eu aussi, un certain succès. Donc en novembre 2020, la critique française a crié au chef-d'œuvre pour la première heure à présentation théâtrale offerte sur Zoom. Du coup, il s'agit du spectacle Splendid et c'est un spectacle qui avait déjà été joué en salle, mais qui a été donc réadapté pour être présenté sur Zoom. En décembre, le Teatro San Carlo de Naples a vendu 30 000 billets à 1 € pour l'opéra Cavalleria Rusticana, présenté donc en streaming. Là aussi, du coup, cette nouvelle a retenti dans la presse, heu, comme voilà un modèle qui pourrait du coup aussi permettre de monétiser ces contenus numériques. Mais aussi, depuis début novembre, dans sa chaîne, web sur YouTube, la Comédie Française a assuré encore plus, d'émissions, obtenant un succès public inédit. Du coup, la Comédie Française présente, par exemple, quelle comédie? Il s'agit des rencontres qui ont lieu tous les lundis, des lectures du mardi au vendredi et des créations exclusives intitulées donc, Théâtre à la table, qui sont présentées en général le samedi. Et ces émissions, en direct et en replay ont attiré vraiment un énorme public d'internautes. On compte plus de 620 000 personnes et 15 000 personnes en moyenne par jour, depuis donc le lancement de la chaîne. Le spectacle vivant, on pourrait se demander, est donc-t-il en train de s'adapter malgré lui aux outils numériques? Nous pourrions, c'est ce que je vous invite à faire, envisager ces transformations selon une autre prospective. Donc, on pourrait se demander, hem, existe-t-elle une culture, numérique propre au spectacle vivant? Ainsi donc, le numérique serait envisagé moins comme une révolution technique à laquelle le spectacle vivant devrait inévitablement s'adapter, que comme une culture interrogée depuis la scène. Je vous propose donc d'étudier cette culture numérique propre au spectacle vivant au prisme de la critique en ligne. Pourquoi? Pourquoi la critique en ligne? Alors, on peut dire que les études sur le numérique, le spectacle vivant, menées par des associations et des chercheurs, concernent essentiellement l'adaptation des institutions culturelles, de la création et des archives aux outils numériques. Et mon projet, du coup, ce projet souhaite contribuer à ces réseaux de recherche et à cette réflexion collective par l'analyse d'une quatrième composante essentielle, pour la critique en ligne. Pendant plus de 20 ans, elle nous a fourni des exemples concrets dès la rencontre entre spectacle vivant et culture numérique. Elle est pourtant peu étudiée. Du coup, ce qui est intéressant dans la critique en ligne, c'est vraiment qu'on peut l'étudier sur un laps de temps relativement long. Euh, du coup, une vingtaine d'années, tout de même, à partir des années 2000. Initialement, donc, mon intérêt pour la critique en ligne est motivé par un constat. Donc, pour renouveler leur communication digitale, les institutions culturelles du spectacle vivant font parfois appel à des experts qui se forment et expérimentent de nouvelles écritures critiques liées au numérique. C'est le cas, par exemple, de Ronan Liner, qui est, un youtubeur, créateur de la chaîne Ronan au théâtre depuis 2016. Il est critique dramatique inscrit à l'association professionnelle de la critique de théâtre, musique et danse depuis 2017. Il est aussi responsable donc du marketing et des contenus du théâtre La Scala à Paris depuis 2018. Je peux aussi citer des exemples italiens. Par exemple, en Italie, Sergio Logato,
a un parcours, encore plus emblématique. Il est déjà parmi les fondateurs du site Teatro e Critica, Théâtre et critique en 2013. Entre 2016 et 2019, il a collaboré avec le Théâtre national, de Rome. En 2019, il a soutenu carrément une thèse de doctorat sur la critique de théâtre en ligne, qui donne donc plein de renseignements sur, ce phénomène, le développement de la critique de théâtre en ligne. Et depuis donc 2020, il est responsable des activités culturelles, d'ERT, Emilia Romagna Teatro. Il s'agit donc de l'une des institutions théâtrales italiennes majeures. Donc, si vous voulez, l'analyse des écritures critiques permet de dénicher ces nouvelles pratiques liées au numérique, et ceci dès leur première, éclosion, puisque aussi, voilà, les lieux des spectacles vivants s'y intéressent. Le choix d'étudier la communication, digitale en lien avec les écritures critiques est également motivé par la nécessité, d'apprendre le web autrement que comme un espace, hostile, à la culture, donc un espace de conquête soumis, aux logiques marchandes, aux infox et à la post-vérité. On peut dire que depuis que Nicolas Carr, en 2008, avait insinué l'idée qu'internet nous rendrait bêtes, nombre de recherches scientifiques ont exploré les effets négatifs du numérique sur la cognition, et vous pouvez encore parfois entendre d'autres, recherches scientifiques qui s'intéressent justement à ce thème. Il n'y a rien d'étonnant donc que le monde de la culture, hem, perçoit donc parfois les réseaux sociaux et internet comme le no man's land de la communication diluée. Par exemple, l'un des hashtags les plus relayés pendant le premier confinement, «Culture chez nous», a été critiqué par Thibaut Croisi dans Le Monde diplomatique, car il révèle, selon lui, une stratégie perverse consistant à saturer le public des contenus numériques pour mieux le conserver. Et c'est du coup, une opinion qui a été exprimée aussi par d'autres, internautes, par d'autres, critiques. Un autre hashtag donc, «J'aime mon fromage», a tristement ironisé sur la stratégie du gouvernement en matière de culture, résumée par le chef d'État avec l'image de survivant Robinson Crusoe. C'est satisfaisant d'une baguette jambon fromage, faute de mieux. Donc voilà, il s'agissait donc d'inviter le monde de la culture à, se contenter de ce que le gouvernement pouvait faire pour lui en ce moment, du coup très peu. Il y a aussi un exemple italien qui est très intéressant et qui concerne directement la diffusion de contenus numériques de spectacles vivants sur internet. Du coup, en Italie, la formule, Netflix della cultura, Netflix de la culture, proposée par le ministre Dario Franceschini pour promouvoir la création d'un portail national payant de spectacles en streaming, a retenti dans la presse et dans les réseaux sociaux, suscitant l'inquiétude des travailleurs du spectacle, puis la perplexité, du parlement. Le portail, du coup, s'appelle It's Art. Vous pouvez donc, y accéder à partir du lien que je vous ai indiqué. Il est déjà en ligne, même si, il n'y a pas encore des contenus disponibles. Il faut aussi signaler du coup que la RAI, l'entreprise qui gère la télévision nationale en Italie, ne participe pas au projet, et cela aussi a été annoncé, depuis quelques jours, et a soulevé encore d'autres polémiques et inquiétudes. Hem, donc, si vous voulez, l'analyse de la communication digitale au prisme de la critique du spectacle vivant en ligne, j'espère permettra de révéler des approches constructives du numérique dans lesquelles pourrait s'infiltrer, puis, se distinguer le monde du spectacle vivant. Désolée. Donc, l'observation des pratiques de la critique en ligne pourrait nous permettre, je pense, de comprendre comment mieux communiquer sur le spectacle vivant grâce, au numérique. Donc avant de poursuivre, je suis sur la question aussi de la communication, je souhaiterais tout de même essayer, de répondre à la question: «Qu'est-ce qu'est la critique en ligne?» puisque c'est vrai que c'est là peut ne pas être évident, hein, d'avoir, auparavant on a entendu parler de médiation, de médiateur, voilà, c'est pas là vraiment la même chose. Du coup, avant de poursuivre, je souhaiterais tout de même, essayer, d'expliquer, qu'est-ce qu'est la critique en ligne, et vous donner aussi des informations sur la façon dont je souhaite délimiter, mon champ d'études. Du coup, comment étudier, la critique en ligne?
Je m'intéresse à la critique du spectacle vivant. C'est ça de quoi je parle quand je parle de critique en ligne. Une critique, qui regroupe tous les arts de la scène, théâtre, danse, opéra, musique, live, art du cirque, art de la marionnette. Donc historiquement, le format le plus caractéristique de la critique est le compte rendu de spectacle. Ainsi, pour simplifier, l'expression critique en ligne renvoie d'abord à ce format transposé sur internet, puis réinventé selon les formats web, par exemple le blog, voire le vlog. Il s'agit donc de blogs qui se composent de vidéos et en général, il s'agit de vidéos dans lesquelles, l'auteur se filme, pendant sa vie, quotidienne, pour le coup, pendant qu'il va, au théâtre. Cette expression regroupe, également un ensemble de sites extrêmement hétérogènes qui peuvent aller de la webzine au forum. Elle renvoie pareillement à une constellation de personnes avec différents degrés de spécialisation, tout exerçant une pratique régulière de l'écriture sur l'actualité du spectacle vivant. On peut retrouver des critiques aux syndicats, parfois des universitaires, qui s'intéressent quand même de manière régulière à l'actualité du spectacle vivant et aussi des amateurs. Je me suis intéressée à la critique en ligne suite à l'exploration du champ de la critique dramatique et théâtrale du XXe siècle dans le cadre de ma thèse de doctorat. Ce champ regroupe des pratiques très hétérogènes qui se situent entre les écritures journalistiques, littéraires et universitaires. Et bien que les critiques aient souvent été réticents à théoriser leur méthode de travail, de nombreuses approches traversent l'histoire de la critique. Malgré, ces différentes approches, les écritures critiques sont toutes caractérisées par des points de vue subjectifs et par des sensibilités qui réagissent, à l'actualité. Ça, c'est vraiment les 2 points qui distinguent, la critique, aussi pour le coup la critique en ligne. Ainsi, bien que traditionnellement ancrée dans le monde de la presse et des revues, les critiques débordent largement le cadre de la page en se lançant dans la création de festivals, dans l'édition, dans des projets radiophoniques et audiovisuels qui impactent l'actualité du spectacle vivant. L'utilisation du numérique s'inscrit dans cette adhésion au mélange des médias, puisque depuis toujours, les critiques mixent les médias afin d'accroître l'efficacité de leur communication. C'était naturel pour eux, à l'aube des années 2000, de commencer à conquérir le web. Ainsi, la critique, qu'elle soit publiée ou postée en ligne, a pour objectif d'agir sur l'actualité à partir de points de vue spécifiques et très personnels, nourrissant néanmoins l'imaginaire collectif, voire fédérant des nouvelles demandes culturelles. Même si on parle de points de vue subjectifs, il faut considérer que c'est de point de vue subjectif qui réagissent à l'actualité et aussi pour la transformer, pour créer, nourrir l'imaginaire collectif, fédérer des demandes culturelles, agir sur l'actualité. Ces écritures critiques en ligne rassemblent professionnels, amateurs, spectateurs et me semblent contribuer à la réflexion sur la culture digitale et le spectacle vivant, précisément pour leur capacité à créer du lien. Comment délimiter, le champ d'étude de la critique en ligne? Pour délimiter mon champ d'analyse, j'ai créerai donc une base de données de la critique en ligne, puis je mobiliserai, le concept de communauté virtuelle permettant de décrire les formes d'agrégation adoptées par la critique. Ces concepts donc m'amènera à sélectionner les exemples les plus significatifs pour l'exploration des enjeux de la culture numérique propre au spectacle vivant. Bien sûr, quand je dis je créerai une base de données, je m'appuierai aussi à des bases de données antérieures qui, par contre, ne sont pas du tout mises en jour puisqu'il y a eu une croissance exponentielle de la présence de la critique en ligne sur Internet. Mon approche, celui de passer par une base de données, renvoie aux culture analytics et en particulier au théâtre analytics, selon la définition de Clarisse Bardio, c'est-à-dire à l'analyse des arts de la scène basée sur les données. Les théâtres analytics, comme les culture analytics, sont caractérisés par l'utilisation d'algorithmes et par la visualisation des données. Donc, les algorithmes permettent de fouiller les données, de les analyser, de les agencer selon différents paramètres.
Leur visualisation permet d'avoir un retour graphique de ces analyses, dont les résultats se présentent sous forme de tableaux chiffrés. Ces deux phénomènes, du coup, découlent de la masse des données, sans parler de big data. Le chercheur en sciences humaines est de plus en plus souvent confronté à des corpus de quelques milliers de documents, textes, images, vidéos, sons, ou à des réseaux, par exemple des comptes Facebook ou Twitter, qu'il est impossible d'analyser un à un. Les algorithmes liés à la visualisation permettent une lecture de loin, le distant reading, théorisé par Moretti, et cette approche permet donc d'identifier des motifs récurrents, des patterns, ou encore des phénomènes particuliers qu'il convient ensuite d'analyser en revenant à la lecture de près. Donc, close reading et distant reading ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Il ne s'agit pas de substituer le distant reading au close reading ou encore de sacrifier les méthodologies classiques sur l'autel du progrès informatique. Ces deux méthodes sont vraiment complémentaires. Donc, l'approche des culture analytics et du théâtre analytics donc, permet une boucle rétroactive entre lecture de loin et lecture de près, entre données globales et analyse d'un document spécifique, entre approche quantitative et analyse qualitative. Du coup, c'est vraiment ce qui m'intéresse, de ne pas devoir choisir entre approche quantitative et analyse qualitative. Et la base des données permet déjà, du coup, de créer un répertoire vraiment de la critique en ligne. Du coup, après avoir créé cette base des données de la critique en ligne, je pourrais alterner le distant reading afin de déterminer les motifs récurrents liés aux formes d'agrégation de la critique et le close reading afin d'établir un corpus de sites et de documents, voire aussi de critiques analysées de près. Le concept de communauté virtuelle me permettra d'établir des allers-retours entre ces deux formes de lecture et les questionnaires, du coup, pour y revenir, le questionnaire que je vous demande de remplir à la fin de la présentation me permettra aussi de nourrir cette base de données et de sélectionner les sites et les communautés virtuelles les plus significatifs. Qu'est-ce donc une communauté virtuelle? Je vous en ai parlé même à partir de ma problématique. Là, on va finalement pouvoir la définir plus précisément. En fait, j'emprunte ce concept à Howard Rheingold. Les communautés virtuelles sont des regroupements socioculturels qui émergent du réseau lorsqu'un nombre suffisant d'individus participent à des discussions publiques pendant assez de temps, en y mettant suffisamment de corps pour que des réseaux de relations humaines s'étissent au sein de cyberespaces. Mais il faut aussi dire qu'il s'agit d'un groupe de personnes qui s'est réuni dans un espace dit virtuel, car il n'existe que sur la toile. C'est une expression qui a été créée dans les années 90, au moment où se sont construits les grands récits sur le web. Du coup, c'est une expression aussi qui a une certaine histoire. Aujourd'hui, cette expression pose un certain nombre de problèmes lorsqu'elle est utilisée pour des réseaux sociaux et des nouveaux modes d'interaction numérique. Par exemple, un projet collectif tel que Wikipédia n'a pas le même sens qu'un groupe Facebook ou qu'un cercle d'amis qui s'échangent des photos sur Snapchat. Dominique Volton, donc, qui est directeur euh, de recherche au CNRS en sciences de la communication, considère qu'Internet dessert la communication car il exacerbe la conscience des différences et de l'altérité, alimentant l'individualisme et le communautarisme. Il y a là encore, vous voyez, des craintes quant à la possibilité d'avoir une communication de qualité grâce aux communautés virtuelles. Avec l'arrivée du web de 2.0, Byung-Chul Han note le délitement même de la notion de communauté, remplacée par une nuée volatile d'individus connectés. Donc la notion de communauté virtuelle m'intéresse précisément par la complexité qui caractérise sa définition, et cette complexité me permet d'interroger la vaste constellation des formes d'agrégation de la critique en ligne. Du coup, je peux finalement vous donner des exemples de ces formes d'agrégation, puisque si vous voulez, le concept de communauté virtuelle caractérise tout particulièrement l'histoire de la critique en ligne, car les premiers sites de critique ont pu prospérer grâce à leur capacité de rassembler autour de thèmes d'intérêt commun. Donc, le cas d'Oliviero Ponte di Pino, critique italien fondateur du site A Teatro en 2001, est emblématique. Son aventure dans le numérique commence avec un petit blog.
Oliviero PDP, en novembre 2000, suite, à la démission de Mario Martone de la direction du Théâtre national de Rome. Du coup, ce blog commence à publier, sur cet événement toutes les contributions qui ne trouvaient pas de place, dans la presse. Le blog a donc un tel succès qu'en janvier, 2001, Oliviero Ponte di Pino fonde le site, A Teatro, sous forme de webzine donc, qui devient ensuite l'un des premiers sites et archives numériques du spectacle vivant italien, dans lequel du coup on peut trouver vraiment des ressources incroyables sur l'histoire du théâtre italien, puisque ce site a désormais plus de 20 ans. Nous pouvons également citer des exemples récents du lien entre la critique en ligne et les communautés virtuelles. Par exemple, en 2019, dans sa thèse sur la critique de théâtre en ligne, Sergio Logato note que Facebook est un des principaux lieux d'agrégation de la communauté du théâtre italien, englobant artistes, spectateurs, programmateurs et critiques. Un autre, du coup, en fait, Sergio Logato étudie aussi dans sa thèse, les usages de Facebook, par la critique, du coup, les artistes et les professionnels. En 2020, pour fêter, ses 10 ans de vie, le site français Scène Web, du coup, c'est un site, qui s'intéresse au spectacle vivant en général. J'ai beaucoup cité de sites, de théâtre puisque c'est plus mon domaine, mais en fait, voilà, la question est vraiment très large et concerne tout le spectacle vivant. C'est le cas, du coup, par exemple, avec, Scène Web qui a lancé le projet Génération Scène Web, dans le cadre duquel donc la rédaction interviewait les jeunes artistes qu'elle avait accompagné pendant la dernière décennie. Du coup, ça se révélait vraiment un outil très intéressant qui a beaucoup intéressé les internautes et aussi les artistes qui se sont du coup fédérés autour de scènes web. Et les sites donc continuent depuis à proposer des portraits d'artistes et des professionnels du spectacle vivant. Donc si vous voulez, la possibilité de créer des communautés virtuelles semble un des premiers enjeux de la critique en ligne lorsqu'elle s'approprie de la culture, numérique. Lorsqu'elle du coup, elle intègre, elle crée des sites, elle intègre, des réseaux sociaux. Nous pouvons aussi adopter, un point de vue, qu'en sociologie on définit éthique, un point de vue extérieur par rapport au groupe observé, en étudiant donc les communautés virtuelles négligées, par la critique en ligne et par le milieu du spectacle vivant, bien qu'elles soient représentatives d'une partie, du public, sur le web. Du coup, je vous propose, de faire un petit point sur le cas, de cet article Manif, contre, Exhibit B, un article de 2014. Du coup, le titre exact, est Manif contre Exhibit B, la performance qui montre des noirs en cage. C'est un article écrit par, Franz, Droupt sur le site web français d'information Street Press. Un article qui s'appuie sur le principe du journalisme citoyen pour donner la parole aux différentes personnes impliquées dans cet événement, aux associations antiracistes manifestant contre le spectacle Exhibit B, au metteur en scène Brett Bailey et au directeur du théâtre Gérard Philippe. Du coup, pour faire un petit peu de contexte, Exhibit B à la base est une performance, heu, une sorte qui se compose en fait une performance qui se compose de tableaux vivants. Du coup, le spectateur est invité à déambuler, au sein du théâtre, Gérard Philippe, et du coup, voir ces tableaux vivants, qui, donnent à voir, des images, de l'esclavage, du coup, de l'histoire de l'esclavage. Du coup, souvent, par exemple, Machiavelli s'inspirait à des photographies d'esclaves, qui sont donc reconstituées de manière hyper réaliste avec des acteurs noirs, mais aussi des images, d'esclavage moderne. Du coup, on a, par exemple, des acteurs noirs, qui, interprètent du coup des détenus, par exemple, qu'on voit du coup, dans des prisons, qui sont donc reconstituées sous forme de tableaux vivants. Donc pour revenir à notre article, le journalisme citoyen s'appuie, sur des sources d'informations venant des citoyens, eux-mêmes. Donc sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur les micro trottoirs, parfois sur des appels à témoins. L'article est l'emblème de cette volonté, de ce regroupement de l'information, du coup, dans ce site,
le journaliste critique trie l'information, et l'organise. Le journalisme citoyen ainsi conçu comme un outil d'émancipation permettant aux citoyens d'exercer leur jugement et de débattre. Du coup, il faut quand même dire que cet article, le point de vue des manifestants était peu pris en compte par les critiques dramatiques. Franz Durupt est un journaliste qui s'intéresse ponctuellement au théâtre, il n'est ainsi pas connu dans ces milieux. Et de plus, les critiques en ligne ont réagi dans l'urgence en choisissant de faire front commun contre l'interdiction du spectacle demandé par les manifestants. Il faut dire que plusieurs chercheurs artistes ont dénoncé des puits de formes de racisme au sein du spectacle vivant. Je résume rapidement puisque je vois qu'on n'a plus beaucoup de temps. Donc, je signale par exemple l'association Décoloniser les arts qui a publié en 2018 aux éditions donc de l'Arche Décolonisons les arts. Aussi, donc, ces questionnements ont intéressé aussi le milieu du cinéma avec le livre Noir n'est pas mon métier, dirigé par l'actrice Aïssa Maïga. Mais aussi, du coup, dans le milieu universitaire, on a eu des contributions, par exemple, de Sylvie, Challet, justement, sur la question de la race et du théâtre, mais aussi, par exemple, d'Olivier Neveu, de Raphaël Doyon, Bérénice Hamidi, Kim, et cetera. Du coup, mon impression est que la critique française poursuit à réagir ponctuellement sur ces questions. Du coup, par exemple, en 2015, à l'occasion du spectacle Othello mis en scène par Luc Bondy, Dominique Darzac, journaliste du Monde qui est récemment décédé, s'exclamait une fois de plus, Othello va être incarné par un acteur blanc. Bon, une fois de plus, mais voilà, on réagit encore ponctuellement. Il faudrait voir, du coup, si les choses ont commencé à changer si il y a se sont formées des communautés virtuelles, autour de ce sujet, dans les réseaux. Donc, comme j'expliquais, dans l'introduction, la comparaison, entre, la France, et l'Italie, m'intéresse tout d'abord puisque, il s'agissait donc d'un travail que j'avais commencé dans le cadre de ma thèse, maintenant conclue et que je souhaite, poursuivre. Mais aussi que je trouve intéressant par rapport aussi, à la question justement, de la culture de la convergence, une expression donc proposée par, Henry, Jenkins. Du coup, en fait, dans les cas d'interaction en ligne, on peut dire que la production de sens est répartie parmi une constellation d'utilisateurs. Pour décrire cette constellation, il était d'usage de distinguer les CGU, contenus générés par les utilisateurs, des contenus médiatisés par les entreprises des médias traditionnels, du coup des contenus plus officiels, on pourrait dire, qui sont donc différents selon les pays, comme c'est différent ces entreprises selon les pays. L'expression donc des révolutions numériques soulignait le passage inéluctable du papier devenu obsolète à la toile pour toutes ces entreprises. Or donc, l'ouvrage d'Henry Jenkins, La culture de la convergence, part de l'hypothèse de l'interaction complexe entre anciens et nouveaux médias, produisant des interlacs culturels et sociaux autres que ceux auxquels le public était habitué. Du coup, l'étude comparée permet d'analyser ces interactions dans 2 pays qui ont une histoire proche et en effet, la convergence de Jenkins est un processus. Du coup, on parle plus de révolution numérique, mais c'est vraiment un processus, pas un but en soi, qui donne du coup forme à un éventail de pratiques, allant du commentaire à la manipulation des images, du partage des documents médiatiques à la parodie. C'est vraiment intéressant de voir comment cette culture de la convergence se décline aussi selon les pays. Du coup, je conclus donc pour laisser un peu d'espace, aux questions. Du coup, cette réflexion, sur le rapport entre critique en ligne, spectacle vivant et culture numérique a eu comme premier support cette exposition, virtuelle, qui est, comme je l'ai indiqué, associée à un questionnaire. Donc je vous invite vraiment, à aller, remplir, le questionnaire qui vous prendra une quinzaine de minutes. Du coup, l'exposition virtuelle sera ensuite disponible sur le site, du webinaire. Et aussi, donc, vous pourrez accéder soit à partir de cette exposition vitale, soit je pourrais donner aussi le lien du questionnaire directement, de manière que vous puissiez le remplir, puisque ce n'est pas obligé de le remplir en ayant regardé d'abord cette exposition. Et en conclusion, je vais donc aussi euh, Hem, simplement, signaler des contenus de sites qui m'ont énormément intéressée.
Du coup, j'ai énormément apprécié la bibliographie réalisée par Cindy Leyba pour le compte de l'UFR Arts et Médias. Du coup, la bibliographie qui s'intitule «La crise de la Covid-19 dans les secteurs des arts et médias», qui est donc disponible dans le site, et aussi donc, les entretiens réalisés, par, Tommaso Zaccheo, qui permettent donc d'entendre le point de vue des directeurs et directrices, de salles de théâtre sur la question de l'utilisation, du numérique. Du coup, c'est une question que j'ai pas abordée, et qui est vraiment aussi, très très importante. Voilà, je conclus. Merci beaucoup Christina, pour cette intervention donc, et cette présentation de ce projet de recherche, hein, qui touche au cœur, du sujet qui nous intéresse aujourd'hui et plus largement dans le cadre, du webinaire. Alors pour le moment, je ne vois pas d'intervention dans le chat, donc j'invite les gens qui le souhaiteraient à le faire pour les 5 petites dernières minutes, qui nous restent. Moi, j'aurais peut-être une petite question en attendant, hein, qui, serait en fait de comprendre un peu, parce que vous avez parlé dans votre présentation, qu'il y aurait une culture numérique propre au spectacle vivant, hein, et donc j'aurais voulu savoir si vous pouviez un petit peu spécifier justement, heu, voilà, justement ces particularités de ce que vous qualifiez de culture numérique propre au spectacle vivant. Alors j'entends un peu d'écho. J'espère que maintenant ça va. Donc, oui, alors en fait, je pense qu'on peut dire qu'il existe une culture numérique propre au spectacle vivant du moment que, il y a des échanges, en ligne sur le spectacle vivant depuis une vingtaine d'années, du moment que la critique en ligne a commencé justement, à s'approprier, du numérique, d'internet, et à fédérer aussi, justement de demandes culturelles dans les réseaux. J'ai fait l'exemple, je donnais l'exemple d'Ateatro, ce site, italien, qui est né suite à l'expérience d'un petit blog. Du coup, étant donné que ce petit blog a eu un énorme succès, par la suite, Oliviero Ponte di Pino, ce critique, a créé une webzine qui est devenue ensuite un site qui est maintenant un archive incroyable de spectacles vivants, qui a recueilli des matériaux pendant une vingtaine d'années, et bon, qui a comme la limite de ne pas être très bien organisé. Du coup, c'est pas toujours facile de retrouver les contenus puisque c'est un site très ancien. Mais qui témoigne qui existe une culture, numérique du spectacle, vivant, et en France, c'est pareil. On a eu, par exemple, un premier recensement, de sites de critiques en ligne en 2013, mais dans ces recensements, on voyait que des sites existaient, depuis, le début des années 2000. D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour cette intervention. Je vois que les personnes suivantes sont déjà en train de se connecter. Merci à vous. Donc merci beaucoup, et j'invite effectivement les personnes qui nous regardent à remplir ce questionnaire, hein, afin de effectivement pouvoir, vous aider à progresser dans votre recherche, et je vous remercie beaucoup pour, cette intervention. Merci Merci. beaucoup à vous, et à très bientôt.